il y a actuellement une pression qui doit être forte et je pense que nous devons maintenir cette pression et je pense que nous devons l'accentuer. Si nous continuons à lever le pied, je dirais que tout ce qui a été fait, malheureusement, nous allons revenir à une situation qui était d'avant le 7 octobre, avec un Sud qui sera très compliqué à gérer. De plus est, les familles auront du mal à revenir vivre dans le Sud et nous aurons aussi un autre problème qui sera dans le nord d'Israël, à la frontière libanaise. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le lieutenant-colonel de réserve Stéphane Goldin. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais qu'on fasse un point sur la situation et d'abord essayer de comprendre pour les gens qui ne suivent pas exactement minute par minute ce qui se passe dans la bande de Gaza. On a dit que le nord de la bande de Gaza était sous le contrôle de l'armée israélienne, que le quartier de Sadjaïa, le quartier de Djebalia était entièrement sous les contrôles de Tsahal et pourtant on voit qu'il y a tout de même des affrontements et des pertes en vie humaine de la part de Tsahal, plusieurs soldats qui ont été tués hier dans le nord de la bande de Gaza. Et comment expliquer ces deux informations ? Alors, il est vrai que l'armée israélienne a annoncé avant-hier exactement, que Djebalia était sous contrôle israélien. Sedjaïa n'est pas encore complètement sous le contrôle. Il faut savoir que nous sommes quand même dans une configuration urbaine qui est très très complexe. Donc, il y a énormément de bâtiments, il y a énormément de souterrains, il y a énormément de tunnels, il y a énormément de coins et de recoins. Donc, nous sommes dans une guerre urbaine. Donc, il reste évidemment des fractions terroristes qui sont sur le terrain, qui sont prêts à se battre et ces terroristes du Hamas sont prêts à mourir, je dirais, en shahid, Martyr. En martyr, merci. Voilà, je cherchais le mot. Et donc, ils sont prêts à tout pour aller jusqu'au bout. Donc, c'est vrai qu'on peut dire que 97%, 98% du nord, je dirais, de la bande de Gaza est sous contrôle israélien. Évidemment, il reste des poches où il y a encore des résistances, mais on peut dire que le nord est déjà sous contrôle israélien. Maintenant, reste à contrôler toute la partie de Khan Younes. Et dans un troisième temps, il faudra de toute façon qu'on aille jusqu'à Rafah pour avoir l'ensemble de la bande de Gaza sous notre main. Alors, je pose cette question parce que je voulais vous savoir si on est condamné d'une certaine manière à ce genre de combat, c'est-à-dire que il peut y avoir même dans un mois ou 2 mois des terroristes qui ressortent de temps en temps et qui tirent, qui lancent un missile anti-tank et ça peut se poursuivre comme ça indéfiniment ? Malheureusement, oui, si nous n'arrivons pas à éradiquer complètement le Hamas, ça veut dire que nous n'arrivons pas à complètement sortir tous ces terroristes de la bande de Gaza. Oui, nous sommes face à une sorte de guérilla que nous devrons vivre ou nous devons vivre quotidiennement sur la bande de Gaza. Donc c'est pour cela qu'il va falloir continuer à intensifier les bombardements sur la bande de Gaza, continuer à intensifier le combat sur la bande de Gaza. Aujourd'hui, certains parlent de trêve, certains parlent de cessez-le-feu. Je pense que chacun doit avoir son agenda. Je pense que les Américains doivent avoir leur agenda. Alors, on va revenir, Stéphane, sur le cessez-le-feu, parce que c'est effectivement lié au cessez-le-feu. Parce que je voudrais vous poser la question. Juste, est-ce que effectivement... Ce que je voulais dire pour terminer, c'est qu'il va falloir qu'on continue à canarder, à bombarder, à travailler au sol toute la bande de Gaza pour éliminer le maximum de terroristes. Malheureusement, il en restera toujours un ou deux qui voudra à un moment donné se venger et tirera un missile anti-tank ou appuiera sur le bouton d'une mine. Alors vous avez parlé du cessez-le-feu, c'est important parce que je voudrais savoir, est-ce que à votre avis, avec un petit peu de recul du temps, le premier cessez-le-feu, il a permis à des terroristes du Hamas de revenir par exemple dans le nord de la bande de Gaza et de continuer à combattre alors qu'ils étaient déjà réfugiés dans le sud ou qu'ils avaient quitté le nord sous la pression de Tsahal ? C'est une question qui est assez, compliquée, parce que d'un côté, il y avait la question des otages qu'il fallait qu'on libère et qu'on doit continuer et qui doit être notre principale priorité. Mais je reste persuadé que la première trêve est arrivée trop tôt. Elle est arrivée trop tôt parce que le cessez-le-feu a permis au Hamas, dans le sud, à se réarmer, à se réorganiser, à réinvestir certaines places où nous avions mis une certaine pression. Ça, c'est pour, je pense, la bande de Gaza. Parlons par exemple de la frontière nord, de ce qui se passe au nord avec le Hezbollah. La trêve a permis au Hezbollah de revenir le long de la frontière. Elle avait été écartée
au-delà de la ligne de Nabatieh, pratiquement sur la ligne du Litani, donc à peu près 20-25 kilomètres. On avait créé une bande de sécurité, je dirais, qui permettait au Hezbollah d'être beaucoup plus loin. Cette période de trêve a permis aux troupes terroristes du Hezbollah de revenir sur la frontière. Pareil à Gaza. Donc, cette trêve, je pense, c'est vrai qu'on en a besoin pour la question de la libération des otages, mais je pense qu'au moment donné, il va falloir qu'on y réfléchisse. Et c'est pour ça que je disais auparavant, chacun doit avoir son propre agenda. Je pense que les Américains ont leur propre agenda, les Qataris ont leur propre agenda, mais nous devons avoir notre propre agenda par rapport à ce que nous voulons. Ça veut dire l'éradication du Hamas et la libération des otages. Et oui, mais dans cet ordre ou dans l'ordre contraire, parce qu'on a l'impression de ces derniers jours, ces 2-3 derniers jours, on a l'impression que la pression justement militaire, elle s'est un petit peu allégée et que la priorité aujourd'hui, c'est la libération des otages, dans la mesure où, et on le voit à travers cet Israël qui fait des propositions et le Hamas qui les repousse. C'est pas tellement dissuasif tout ça. C'est pas tellement dissuasif, c'est vrai, mais je pense que la libération des otages et l'éradication du Hamas doivent être menées en parallèle. C'est-à-dire que tant que nous continuerons pas à bombarder fortement la bande de Gaza, à rentrer franchement, avec toutes nos forces, nous n'arriverons pas à libérer les otages. Mais c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, hein. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, apparemment, parce que, je sais pas, on a le sentiment que l'intensité des bombardements, en particulier des bombardements aériens, mais même l'intensité de l'opération, elle a baissé. Peut-être sous la pression, là encore, des Américains par rapport aux civils palestiniens, etc. Est-ce qu'on n'est pas un peu prisonnier à la fois d'un côté de la campagne menée par les familles des otages, de l'autre côté des Américains, et que finalement cela se fait sur le compte de cette volonté d'éradiquer le Hamas ? Alors, vous avez en partie raison. Je pense que c'est vrai que nous sommes face à une volonté des Américains, surtout, et aussi des Qataris, de vouloir nous amener vers une trêve, de vouloir un petit peu qu'on lève le pied. Par rapport à ce que vous avez dit, par rapport aux familles des otages, je les ai entendus, et je pense que les familles des otages souhaitent qu'il y ait une continuité de Tsahal pour éradiquer le Hamas. Donc c'est vrai que les familles des otages, d'ailleurs, nous disent clairement, nous souhaitons à tout prix que la question de l'éradication du Hamas et de la libération des otages se fasse en parallèle. Oui, mais quand ils disent... Il y a certaines voix qui peuvent être dissonantes, mais je pense que la grande majorité des familles des otages pensent comme ça. Oui, mais quand les familles des otages disent on veut la libération des otages à tout prix maintenant, et quand on répète ce message à tout prix maintenant, ça veut dire à tout prix, ça veut dire quitte à arrêter les combats pour libérer tous les otages. Je me mets à la place des familles des otages. Oui, on se met. Je peux comprendre ce sentiment de frustration, de ne pas pouvoir avoir récupéré son enfant, son père, son mari. C'est quelqu'un de proche, et je le comprends aisément. Mais parallèlement, je pense que nous sommes face à une pression américaine, parce que les États-Unis sont en campagne électorale, qui fait que de facto, nous avons un petit peu, je dirais, levé le pied, malgré ce que peut dire les autorités militaires, un petit peu lever le pied. Et je pense que nous devons faire tout le contraire. C'est là où nous devons accélérer, c'est là où nous devons appuyer, parce qu'il n'y a que de cette façon que nous arriverons, par rapport à notre propre agenda, à libérer les otages et éradiquer le Hamas. Dans le fond, le Hamas, quand on le voit aujourd'hui, il est quand même il est sous pression. Il est sous pression. D'un côté, il veut des négociations, après il en veut plus. On voit ce qui se passe au Qatar, on ne sait pas où est Sinwar. Bon, il y a énormément de choses qui se passent aussi au sein du Hamas. On voit qu'il y a aussi une désorganisation au sein de la tête du Hamas, entre l'aile politique et l'aile militaire du Hamas. Donc, il y a actuellement une pression qui doit être forte, et je pense que nous devons maintenir cette pression, et je pense que nous devons l'accentuer. Si nous continuons à lever le pied, je dirais que tout ce qui a été fait, malheureusement, nous allons revenir à une situation qui était d'avant le 7 octobre, avec un Sud qui sera très compliqué à gérer. De plus, les familles auront du mal à revenir vivre dans le Sud, et nous aurons aussi un autre problème qui sera dans le nord d'Israël, à la frontière libanaise.
Alors, je voudrais revenir sur un des éléments tragiques de ces combats, ce qui s'est passé vendredi dernier. On a entendu hier avec beaucoup d'émotion le témoignage d'Iris Chaim, la mère de Yotam Chaim, l'un des 3 otages qui ont été tués donc vendredi soir. Appeler vraiment avec beaucoup d'émotion les soldats israéliens qui étaient responsables de la mort de son fils et des 2 autres soldats à venir chez elle. Elle les a invités, elle leur a dit qu'elle ne les tenait pas pour responsables. On a le sentiment d'une grandeur d'âme de la part de cette femme qui a perdu son fils, et on a de l'autre côté le sentiment que du côté, par exemple, on va dire des médias, on essaye tout le temps de critiquer avant tout les soldats israéliens et de ne pas se mettre à leur place. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Écoutez, moi, je me mets à la place de ces soldats. Pour ceux qui ont vécu l'horreur de la guerre, parce que faut savoir qu'une guerre, ce sont des atrocités. Il n'y a pas de guerre propre, malheureusement. Les guerres ont des victimes, souvent aussi des victimes collatérales. Et pour avoir vécu, à titre personnel, ce genre d'action, nous sommes face à des soldats, nous ne savons pas si ce sont des terroristes ou ce sont des soldats amis. C'est vrai que c'est une question qui est très très complexe. Il faut se mettre 2 minutes, même pas 2 minutes, 30 secondes dans la peau de ces soldats qui, d'ailleurs, quelques jours avant, avaient rencontré un groupe de terroristes qui se faisaient passer, je dirais, ou des otages ou d'autres soldats, puisqu'ils allaient essayer de parler en hébreu, et il s'avère que c'était des terroristes puisqu'ils ont appuyé sur le bouton d'une mine. Donc, il faut comprendre que ces soldats sont Jaya, sont dans un endroit où il y a énormément de pression, où ça tire de tous les côtés. Souvent, ce sont, je dirais, des combats qui sont pratiquement des combats au corps à corps, et donc il y a une forte pression. Le chef d'état-major a eu entièrement raison de dire, à un moment donné, on prend 2 secondes et on réfléchit. C'est vrai. Mais c'est très facile à dire. Quand on est sur le terrain, c'est pas toujours évident. Donc, moi, j'ai énormément de respect pour la femme, la mère de cet otage qui est mort et qui a dit les mots qu'il fallait. Et je veux surtout pas incriminer ces soldats qui ont fait une erreur. Mais malheureusement, je dis bien le mot malheureusement, ce sont des dégâts collatéraux. Nous avons malheureusement connu ça dans toutes nos guerres. Alors, je voudrais aussi aborder un autre sujet dont on a parlé ces derniers jours, c'est-à-dire la découverte de ce tunnel, cette autoroute de tunnel qui sortait à proximité du poste d'Erez. Et ce matin, dans la presse israélienne, on lit que, en fait, même l'échelon militaire était au courant, l'échelon politique était au courant de l'existence d'un tel tunnel, et qu'on disait bien, on était dans le concept de dire, le silence sera répondu par le silence. C'était un peu ce qu'on disait avant le 7 octobre. Comment même sur le principe, on va dire, lorsqu'on découvre, même pas plus tard qu'hier, après l'annonce du porte-parole de Tzahal, ce réseau de tunnels qui passait de l'hôpital Shifa vers le centre, vers Rimal, comment finalement on a laissé grandir un monstre tel que ce Hamas avec une ville souterraine comme celle de Gaza? Écoutez, Daniel, sur cette question-là, je suis très en colère. Voilà, le mot est dit. On savait qu'il y avait donc ce tunnel, puisque le renseignement le savait. D'abord, j'avais été très très surpris qu'on découvre ce tunnel et que les renseignements ne le sachent pas. C'était encore une autre erreur de notre part. Cela est aussi en lien avec les tunnels qu'on a trouvés assis il y a quelques jours à Jenin, qui ont été détruits. Je n'arrive plus à comprendre, si vous voulez, la vision sécuritaire de ces dernières années de l'État d'Israël par rapport aux groupes terroristes comme le Hamas. Nous savions qu'il y avait ce tunnel qui existait, qui était quand même à quelques mètres, je dirais, de la frontière israélienne. Je pense que dès le début de la guerre, si on le savait, il aurait fallu tout de suite y aller, le détruire, en tout cas le pilonner. Il s'avère que non. On découvre hier que l'état-major et le gouvernement avaient sa connaissance depuis 4 ans. Donc c'est un questionnement. Alors c'est vrai que on a voulu, soi-disant, acheter une certaine forme de paix contre un autre silence, mais ça paye pas. Ça paye pas, la preuve. Mais quand même, rappelons-nous
qu'avant le 7 octobre, les familles du Sud, pendant ces 15 dernières années, étaient bombardées régulièrement. C'était des familles qui allaient 5 fois, 6 fois par semaine dans les abris, régulièrement. Il faut quand même s'en rappeler, il faut pas l'oublier. Ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui s'est passé avec ce tunnel, ce qui s'est passé aussi à Djenné avec les tunnels que l'on a trouvés, à un moment donné, il va falloir rendre des comptes et à un moment donné, il faudra une commission qui mette tout ça à plat parce que c'est inacceptable, c'est inexcusable qu'on puisse le savoir et qu'on n'ait rien fait jusqu'à présent. Alors jusqu'à présent, on n'a rien fait avec la bande de Gaza, mais aujourd'hui, il y a le nord du pays, il y a le Hezbollah. Tout le monde sait qu'il y a des tunnels qui sont censés passer de la frontière du Sud-Liban vers le territoire israélien, des tunnels offensifs. Il n'y a pas cet obstacle qui a été dressé dans la bande de Gaza à coût de milliards de shekels avec des senseurs, etc., qui n'a servi à rien. Mais il y a des tunnels. Pourquoi finalement là-dessus on ne devance pas l'appel, on n'essaye pas de prévenir les choses et on n'essaie pas de détruire toutes ces infrastructures que le Hezbollah aussi a créées ces dernières années. Je le dis depuis le début de cette guerre, je le dis depuis que le Hezbollah est rentré en action contre Israël. Je pense que Israël doit prendre les devants, doit bombarder fortement le Sud-Liban et toutes les positions du Hezbollah, comme elle l'a fait d'ailleurs la nuit dernière, puisque la nuit dernière a été attaquée une caserne, je dirais, du Hezbollah, un gros centre de ce groupe terroriste. Mais voilà, dès le départ, il faut continuer à attaquer. Pour l'instant, on joue au ping-pong, une sorte de ping-pong avec le Hezbollah. Ils nous tirent dessus, on leur retire dessus. Il faut savoir que tous les jours, il y a des drones du Hezbollah qui passent la frontière, qui photographient et qui reviennent. Vous savez, un drone, il suffit de quelques secondes pour faire une photo globale et revenir et capter la photo. Donc, je pense que nous avons tout intérêt à bombarder fortement le Hezbollah et à repousser le Hezbollah au-delà du fleuve du Litani, c'est-à-dire à peu près à 27 kilomètres de la frontière israélienne, parce que si nous ne le faisons pas, malheureusement, les familles du Nord ne pourront pas revivre dans le nord d'Israël d'une façon correcte. Il faut savoir que dans le nord, il n'y a pas de miklat comme il y a dans le sud aussi. Il n'y a pas eu de financement des miklatim, des abris. Donc on va se retrouver dans une autre problématique. Et donc il faut à tout prix qu'on repousse à tout prix le Hezbollah d'une façon très forte. Tout ça est lié aussi à la politique libanaise. Tout ça est lié, il ne faut pas l'oublier, aussi à l'Iran. Il faut savoir que Nasrallah est très lié à l'Iran et les contacts sont réguliers entre, l'Iran et le Hezbollah. Eh bien, Stéphane Goldin, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir éclairé en tout cas sur ces différents fronts, on va dire essentiellement celui de la bande de Gaza, mais aussi effectivement ce front latent qui devient de plus en plus chaud chaque jour dans le nord du pays. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.